Par une soirée d'automne à Paris, les lumières dorées inondaient la salle, annonçant avec éclat l'ouverture du défilé de Versace. La musique montait en intensité, et soudain, parmi les coulisses, une silhouette élancée à la peau couleur bronze fit son entrée. Chaque pas, à la fois souple et puissant, semblait guider toute la salle vers un univers parallèle. C'était Naomi Campbell, celle que l'on disait autrefois trop différente pour devenir une star, et qui pourtant allait réécrire la définition même de la beauté dans l'industrie de la mode. À la fin des années 80, alors que ce milieu privilégiait encore les visages blancs répondant à des critères rigides, Naomi surgit tel un éclair dans un ciel serein. Elle ne se contenta pas de conquérir les podiums de New York, Milan et Paris. Elle brisa aussi la barrière invisible qui tenait les mannequins noirs à l'écart des rôles de vedettes. Mais derrière le scintillement des projecteurs et le claquement frénétique des appareils photos, il y avait autre chose. Des années de lutte contre les préjugés, des scandales et parfois des batailles intérieures bien plus intenses que n'importe quel défilé. L'histoire de Naomi Campbell n'est pas seulement celle d'une jeune fille partie d'un quartier discret de Londres pour devenir une top modèle légendaire. C'est la preuve que, dans un monde saturé de normes et de règles, certaines personnes ont le courage de redéfinir la beauté selon leurs propres termes et de transformer à jamais le regard que nous portons sur les mannequins du monde entier. Naomi Helen Campbell est née le 22 mai 1970 à Streatham, un quartier résidentiel du sud de Londres, au Royaume-Uni. Sa mère, Valerie Morris, était danseuse d'origine jamaïcaine. Son père, quant à lui, quitta la famille avant même que Naomi ne voie le jour. Sans figure paternelle, la petite fille grandit sous l'amour exigeant d'une mère souvent absente à cause de ses tournées. Valerie, toujours en déplacement, confiait régulièrement sa fille à des proches ou à des amis, tout en veillant de loin sur son éducation. Le Londres des années 70 n'était pas un environnement simple pour les familles issues de l'immigration, en particulier pour celles à la peau noire. Naomi grandit au cœur d'une société où le racisme, parfois discret mais toujours présent, imprégnait de nombreux milieux, y compris les secteurs artistiques et créatifs. Dès son plus jeune âge, elle ressentit ce regard différent que les autres posaient sur elle, mélange de curiosité, de jugement et de distance. Pourtant, Naomi n'était pas une enfant timide. Au contraire, elle débordait d'énergie et l'exprimait naturellement à travers la danse. Valerie, elle-même artiste, reconnut rapidement ce talent particulier et décida d'inscrire sa fille à la Barbara Speake Stage School, une institution réputée de Londres spécialisée dans la formation artistique. Là, Naomi reçut des cours de danse classique, de chant et d'art dramatique, des compétences qui, plus tard, allaient devenir les fondations de sa carrière de top modèle et de mannequin international. L'enfance de Naomi fut marquée par une dualité constante. D'un côté, elle voulait ressembler aux autres enfants, se fondre dans la masse, rire sans se soucier de la couleur de sa peau ou de son origine. De l'autre, elle sentait en elle une force, une énergie qui la poussait à se démarquer. Elle racontera plus tard qu'enfant, lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle ne voyait pas seulement une fillette, mais imaginait déjà une salle comble l'acclamant. Les rares voyages qu'elle fit avec sa mère ouvrirent ses horizons. Naomi découvrit Paris, Rome et même New York avant l'adolescence. Ces villes, qui allaient plus tard devenir ses terrains de jeu professionnels, laissèrent déjà une empreinte profonde dans son imaginaire. Cependant, cette vie faite de déplacements et de changements fréquents signifiait aussi instabilité. Elle déménagea souvent, changea d'école à plusieurs reprises. Cette instabilité forgea chez elle une capacité d'adaptation exceptionnelle, une qualité rare et précieuse pour un futur mannequin confronté au rythme imprévisible de la mode. À l'adolescence, Naomi dépassait déjà en taille la plupart de ses camarades. Sa silhouette élancée et ses longues jambes attiraient les regards, mais la rendaient aussi plus consciente de sa différence. Alors que d'autres adolescentes tentaient de se dissimuler derrière un style banal, Naomi commença à percevoir sa singularité comme un atout. Sa mère lui répétait souvent « Si tu n'entres pas dans une pièce avec confiance, personne ne te remarquera ». Naomi eut aussi à affronter les moqueries liées à son physique ou à son accent. Loin de se laisser abattre, elle transforma ses blessures en motivation. Elle s'entraîna à marcher droit, à maintenir son menton haut, à fixer les regards, autant de gestes qui allaient plus tard définir son charisme légendaire sur les podiums. Dans les rues ordinaires de Streatham, Naomi nourrissait déjà un rêve, sans savoir encore qu'il prendrait la forme d'une carrière hors norme. Ce rêve n'avait pas de contours précis, mais il dépassait les attentes qu'on pouvait avoir pour une jeune fille de son quartier. Et si, à cette époque, personne ne pouvait l'imaginer, le monde entier allait bientôt connaître son nom.
L'occasion qui allait changer la vie de Naomi Campbell survint à un moment où elle ne s'y attendait absolument pas. À seulement 15 ans, elle était encore une adolescente fréquentant le lycée, partageant son temps libre entre les cours et ses séances de danse. Un après-midi de 1985, elle se promenait avec un groupe d'amis dans Covent Garden, ce quartier londonien animé, célèbre pour ses artistes de rue, ses boutiques élégantes et son atmosphère vibrante. Parmi la foule, une femme remarqua immédiatement sa silhouette. C'était Beth Bold, directrice de l'agence de mannequins Synchro Model Agency. Elle fut frappée par la présence de cette adolescente, grande, élancée, le visage dessiné par des traits précis, et ce regard singulier, mélange d'innocence et d'assurance. Beth s'approcha, se présenta et demanda à Naomi si elle avait déjà envisagé de devenir mannequin. Naomi éclata de rire. Pour elle, ce métier relevait d'un univers inaccessible, réservé aux pages glacées des magazines ou aux défilés lointains de Paris et Milan. De plus, elle savait que sa mère, Valérie, voyait ce milieu comme un environnement périlleux, rempli de pièges. Lorsqu'elle raconta la rencontre à la maison, la réaction fut immédiate. « Tu dois finir l'école avant toute chose. Ne te laisse pas distraire par des promesses éphémères. » Mais Beth Bold ne renonça pas. Elle contacta Valérie, lui fournit des informations détaillées sur l'agence et proposa d'organiser les premiers pas de Naomi de manière à ne pas compromettre sa scolarité. Finalement, après plusieurs discussions, Valérie accepta à contre-cœur de laisser sa fille faire un essai photo. Ce fut la première fois que Naomi se retrouva sous les projecteurs d'un studio professionnel. L'éclairage intense, le rythme des instructions, le regard du photographe, tout était nouveau et intimidant. Pourtant, très vite, elle se laissa porter par l'instant. Ses années d'entraînement en danse prirent le relais. Posture droite, mouvement fluide, maîtrise de l'espace et du regard. À la fin de la séance, Beth Bold était convaincue d'avoir découvert un joyau brut, une future top modèle, capable de se distinguer dans un univers ultra concurrentiel. Peu après, Naomi reçut une proposition inattendue, posée pour la couverture de Elle, édition britannique. Un rêve pour n'importe quel jeune mannequin, mais presque impensable pour une débutante de 15 ans. Le shooting se déroula avant même son 16e anniversaire et le numéro fut un succès, plaçant Naomi sur le radar des professionnels. Cependant, cette entrée fulgurante dans le milieu ne fut pas sans obstacle. Dès ses premières démarches, Naomi se heurta aux préjugés raciaux. Certaines marques européennes hésitaient à mettre en avant un visage noir dans leur campagne. Elle se souvient d'un refus brutal d'un client. « Elle ne correspondra pas à notre marché ». Ces mots, froids et catégoriques, furent pour elle à la fois une blessure et un moteur. La chance tourna lors d'un casting pour Vivienne Westwood. Dès son entrée dans la pièce, la créatrice légendaire perçut quelque chose. Elle demanda à Naomi de marcher. Quelques pas suffirent pour révéler une allure à la fois puissante et fluide. Vivienne sourit et déclara « Cette jeune fille ira loin ». Ce défilé marqua ses véritables débuts sur un podium de renom et lança une série d'engagements prestigieux. Pour Naomi, ce premier grand pas dans la profession n'était pas simplement une rencontre fortuite au bon moment. C'était aussi le résultat d'une préparation invisible. Les cours de danse, la discipline inculquée par sa mère et cette confiance forgée au fil des années. Même Valérie, initialement réticente, devint peu à peu la protectrice et la conseillère la plus fidèle de la carrière de sa fille. En moins de 2 ans après cette journée à Covent Garden, Naomi Campbell passa du statut d'élève de lycée à celui de mannequin recherché sur toute l'Europe. Mais elle savait déjà que son ambition ne se limitait pas à être un nouveau visage prometteur. Elle voulait s'imposer comme une top modèle iconique, une figure capable de transformer les codes établis. À la fin des années 80, Naomi Campbell entra définitivement dans le cercle très fermé des supermodèles, un terme alors réservé aux mannequins capables de transcender les podiums et d'imposer leur nom comme celui d'une star mondiale. Elle ne se contentait plus de défiler. Elle incarnait une image, un style, une attitude que l'industrie de la mode ne pouvait ignorer. Avec Linda Evangelista, Christy Turlington et Cindy Crawford, elle forma le fameux quatuor qui marqua à jamais l'histoire. Le véritable tournant survint en 1988, lorsque Naomi devint le premier mannequin noir à figurer en couverture du Vogue Paris. Ce moment historique n'aurait pu être jamais eu lieu sans l'intervention d'Yves Saint Laurent. À cette époque, les rédacteurs de mode hésitaient encore à placer un visage noir en une. Mais YSL, ardent défenseur de la diversité, lança un ultimatum. S'il refusait Naomi, il retirerait toutes les publicités de sa maison de couture. Le message fut entendu.
et la couverture fit sensation, bouleversant l'ordre établi. À partir de là, les succès s'enchaînèrent. Naomi foulait les podiums des plus grandes maisons. Versace, Chanel, Dior, Dolce, Gabbana, Valentino. Chaque apparition était un événement. Sa démarche, à la fois fluide, assurée et magnétique, transformait chaque défilé en spectacle. Les photographes les plus influents, tels que Peter Lindbergh, Herb Ritts et Steven Meisel, rivalisaient pour la capturer. Elle fut également la première mannequin noire à faire la couverture du Time Magazine et de Vogue UK. Aux États-Unis, elle devint un visage récurrent de Harper's Bazaar, Essence et d'innombrables autres magazines. Le rythme de travail de Naomi impressionnait ses pairs. En une seule année, elle pouvait enchaîner des dizaines de défilés sur 3 continents, tout en réalisant des centaines de séances photos. En dehors des podiums, Naomi apparut dans des clips musicaux iconiques comme Freedom de George Michael, aux côtés d'autres top modèles légendaires. Sa notoriété dépassa vite le cadre de la mode. Elle fréquenta Madonna, Michael Jackson et développa une relation privilégiée avec Nelson Mandela, qui la considérait comme sa petite-fille adoptive pour son engagement contre l'apartheid. Mais ce qui la distinguait vraiment, c'était son style inimitable. Sur un podium, Naomi ne se contentait pas de porter une tenue, elle la vivait. Ses épaules droites, son menton relevé, son regard à la fois fier et mystérieux imposaient silence et admiration. Chaque pivot, chaque pas semblait calculé avec une précision chorégraphique, fruit de ses années de danse. Les designers disaient d'elle « Elle ne défile pas, elle règne ». Ce succès, pourtant, n'avait rien d'un cadeau. Pour s'imposer à égalité avec ses homologues blanches, Naomi dut travailler 2 fois plus et affronter encore et toujours des préjugés raciaux. Elle se souvenait de certains castings où l'expression sur les visages suffisait à deviner la décision. Elle n'est pas adaptée à notre image. Ces moments devinrent pour elle une source de détermination. Les années 90 virent naître des moments devenus mythiques, notamment lors des défilés Versace. Donatella Versace, qui voyait en Naomi une muse, créa pour elle des entrées spectaculaires. L'image des supermodèles se tenant par la main sur le podium du défilé printemps, été 1991, reste gravée comme l'une des scènes les plus emblématiques de la mode. À la fin des années 90, Naomi Campbell était plus qu'un mannequin. Elle était un phénomène culturel. Sa présence sur un podium suffisait à remplir les premières rangées de célébrités, journalistes et acheteurs. On ne venait pas seulement pour voir une collection, on venait pour assister à l'instant Naomi. Quand la musique commençait et que les projecteurs se concentraient sur elle, il semblait que le monde entier retenait son souffle. Dans un univers où les règles étaient fixées depuis longtemps, Naomi Campbell se distingua non seulement par sa beauté, mais aussi par son refus catégorique de se conformer aux attentes. Elle ne céda jamais à la tentation d'édulcorer son identité pour correspondre aux standards dominants. Dès le début de sa carrière, elle refusa les contrats qui exigeaient qu'elle modifie sa couleur de peau, qu'elle éclaircisse ses cheveux ou qu'elle gomme ses traits d'origine africaine. Pour elle, la différence n'était pas une faiblesse, c'était une force. Elle raconta un jour qu'une grande maison européenne lui avait proposé une campagne très lucrative, à condition que le rendu final de ses photos montre une carnation légèrement plus claire. Naomi déclina aussitôt, même si l'offre atteignait plusieurs centaines de milliers de dollars. « Si mon image ne reflète pas la réalité de qui je suis, alors ce n'est pas moi », déclara-t-elle. Ce choix, bien que risqué, renforça son statut de top modèle intègre, capable de privilégier ses valeurs à ses gains. Naomi ne craignait pas non plus de confronter directement les médias et les institutions. Lorsqu'elle apprit qu'elle avait été retirée d'un shooting pour des raisons liées à la couleur de sa peau, elle appela elle-même la rédaction. « Pourquoi ne conviendrais-je pas ?» La beauté n'a pas qu'une seule couleur. Cette franchise valut à Naomi une réputation de personnalité difficile, mais obligea aussi de nombreuses marques à réexaminer leurs pratiques. Son combat ne se limitait pas à sa propre carrière. Naomi se fit un point d'honneur d'ouvrir la voie à d'autres jeunes mannequins noirs ou issus de minorités. Elle recommandait souvent de nouveaux visages aux agences, les invitait sur des shootings et leur offrait la visibilité qui lui avait tant manqué à ses débuts. « Je ne veux pas franchir la porte seule. Je veux qu'elle reste grande ouverte pour que d'autres puissent entrer », disait-elle. En matière d'image, Naomi osa également prendre des décisions audacieuses. Elle posa nue pour des magazines de mode et même pour Playboy, non pour choquer, mais pour revendiquer le droit des femmes à disposer librement de leur corps et de leur image. Pour elle, un corps peut être une œuvre d'art,
et une mannequin doit avoir la liberté de le présenter comme elle l'entend. Son exigence professionnelle la distinguait aussi nettement. Perfectionniste, Naomi travaillait ses défilés comme une danseuse travaille ses chorégraphies. Elle pouvait répéter pendant des heures pour ajuster une démarche, s'habituer à des talons vertigineux ou maîtriser un pivot précis. Cette discipline, bien que parfois difficile pour les équipes, était l'une des clés de sa longévité dans un secteur où la carrière d'un top modèle se mesure souvent en quelques saisons. Naturellement, ce refus de compromis lui valut critiques et malentendus. Certains médias transformèrent sa fermeté en caprice, la présentant comme ingérable. Mais Naomi ne se laissa pas enfermer dans ses récits réducteurs. « On m'a appris que si je ne parle pas pour moi-même, personne ne le fera », affirma-t-elle lors d'une interview à la BBC. En parallèle, elle s'engagea dans de nombreuses causes, notamment contre le racisme et pour le développement de l'Afrique. En 1997, elle lança l'événement caritatif Fashion for Relief, réunissant créateurs, mannequins et célébrités afin de collecter des fonds pour les victimes de catastrophes naturelles ou sanitaires. Ces initiatives montrèrent une autre facette de Naomi, celle d'une femme consciente de son influence et déterminée à l'utiliser pour un bien plus grand que sa propre gloire. À travers toutes ces actions, Naomi Campbell prouva qu'être un top modèle, c'est plus que défiler sur un podium ou poser pour un objectif. C'est avoir le courage de dire non aux opportunités qui trahissent ses principes et la détermination d'ouvrir la voie pour ceux qui viendront après. C'est aussi accepter de porter un message, parfois impopulaire, et de le défendre contre vents et marées. Et en cela, Naomi reste l'un des mannequins les plus iconiques et les plus influents de l'histoire de la mode. La gloire et la lumière qui entouraient Naomi Campbell dans les années 1990 avaient aussi un revers sombre. La presse ne se contentait plus de commenter ses défilés ou ses couvertures de magazines. Elle scrutait désormais chaque aspect de sa vie privée. Chaque sortie d'hôtel était une opportunité pour les paparazzis de capturer la moindre expression. Chaque conversation volée pouvait devenir un titre à scandale. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Naomi se retrouva au cœur de plusieurs polémiques. Certaines concernaient des accusations de comportements violents envers des employés ou des assistants. Les tabloïds occidentaux ne manquèrent pas l'occasion de lui coller l'étiquette de « diva incontrôlable », construisant un récit simplifié où la top modèle n'était plus qu'un personnage excessif. Les gros titres faisaient sensation, mais omettaient souvent le contexte réel des situations. Naomi reconnut également avoir traversé une période de dépendance aux substances illicites. Dans une interview pour Vogue, elle confia que la pression professionnelle, les horaires épuisants et les tentations du cercle mondain l'avaient entraînée sur une pente dangereuse. « Je faisais semblant d'être forte, mais à l'intérieur j'étais vide. La drogue me donnait l'illusion que je contrôlais tout alors que je perdais pied », expliqua-t-elle. Ces années furent une spirale où travail, fête et autodestruction s'entremêlaient. Le point de rupture arriva au début des années 2000. En 2007, Naomi fut condamnée à des travaux d'intérêt général pour agression envers une employée domestique. L'image de la mannequin glamour céda la place, le temps de quelques jours, à celle d'une femme vêtue d'un gilet fluorescent, balayant les rues de New York sous l'œil des caméras. Pour beaucoup, ce fut un choc. Pour Naomi, ce fut un signal d'alarme. Dans le même temps, certains contrats publicitaires majeurs furent annulés. Dans le monde de la mode, la réputation est un capital fragile. Une image négative peut suffire à fermer des portes, parfois définitivement. Naomi dut se retirer temporairement de certains défilés, limiter ses apparitions publiques et se concentrer sur la résolution de ses problèmes personnels. Même sans réseaux sociaux aussi puissants qu'aujourd'hui, l'emprise des médias people restait redoutable. Chaque déplacement de Naomi était traqué, chaque faux pas amplifié. Elle avoua avoir vécu un profond isolement. Je voyais les appareils photo pointés sur moi et je me demandais, sont-ils là pour moi ou pour l'histoire qu'ils veulent inventer ? Pourtant, Naomi ne disparut pas complètement de la scène. Elle entreprit une thérapie, suivit des cures de désintoxication et chercha un nouvel équilibre en s'investissant davantage dans des causes humanitaires. Son projet Fashion for Relief devint un refuge créatif et moral, lui rappelant qu'elle pouvait utiliser son image pour générer un impact positif. Mais le chemin vers la réhabilitation publique était long et semé d'embûches. À cette période, l'industrie de la mode elle-même changeait. Les années 2000 virent l'arrivée d'une nouvelle génération de mannequins, au style plus cool et moins théâtral. Les podiums se détournaient en partie de la sophistication classique que Naomi incarnait. Elle n'apparaissait plus systématiquement à chaque Fashion Week,
préférant se réserver pour des défilés choisis, souvent pour des maisons avec lesquelles elle entretenait des liens profonds. Avec le recul, Naomi décrivit ces épreuves comme une série de tests implacables. Elles l'obligèrent à affronter ses failles, à accepter ses erreurs et à redéfinir ses priorités. « Je suis tombée, plusieurs fois. Mais si je n'avais pas chuté, je n'aurais jamais su à quel point je pouvais me relever », confia-t-elle en 2015. Ainsi, même au plus fort de la tempête, Naomi Campbell continua de démontrer qu'un top modèle n'est pas seulement une image figée dans un magazine. C'est aussi une femme qui traverse des tempêtes, se reconstruit et revient plus forte, une leçon de résilience que peu de mannequins peuvent incarner avec autant d'intensité. Aujourd'hui, Naomi Campbell n'est plus seulement une figure de la mode, elle est devenue une référence culturelle. Son nom évoque à la fois le glamour des années 90 et la force d'une femme ayant survécu à ses tempêtes personnelles. Elle a changé la perception de ce que peut être un top modèle, prouvant qu'une mannequin noire peut non seulement atteindre le sommet, mais aussi redéfinir les règles du jeu. Son héritage se mesure au-delà des couvertures de magazines ou des défilés légendaires. Il se lit dans les carrières de celles qui l'ont suivie, ces jeunes mannequins noirs ou métis qui foulent aujourd'hui les podiums les plus prestigieux, conscientes qu'une partie de ce chemin leur a été ouverte par Naomi. Elle a transformé une industrie souvent fermée en un espace un peu plus inclusif, où la diversité n'est plus une exception mais une valeur recherchée. Naomi continue d'apparaître ponctuellement sur les podiums, prouvant que le charisme n'a pas d'âge. Chaque apparition est accueillie comme un événement, un rappel que certaines présences transcendent le temps. Lorsqu'elle marche, elle ne défile pas seulement pour elle-même, elle porte avec elle des décennies d'histoire, de combats et de victoires. Peut-être que, dans quelques années, on parlera encore d'elle comme de l'une des plus grandes icônes de la mode. Ou peut-être qu'elle aura glissé dans la légende, comme ces figures dont on ne sait plus si elles appartiennent au présent ou au mythe. Mais une chose est sûre, Naomi Campbell a prouvé qu'un top modèle peut être bien plus qu'une image parfaite, qu'une mannequin peut incarner un message, une cause et une vision du monde. Et si elle débutait aujourd'hui, le monde serait-il prêt à l'accueillir avec la même intensité ?